L'épisode d'aujourd'hui est sponsorisé par War Thunder. Au Salon aéronautique de Paris, un avion à réaction supersonique soviétique offre un spectacle éblouissant à des milliers de spectateurs. Essayant de surpasser ses rivaux occidentaux, le pilote pousse l'appareil encore plus loin, entamant une montée extrêmement raide. Quelques secondes plus tard, le jet perd de la vitesse. Puis il se disloque, déversant feu et métal sur une paisible ville française. Au début, cela a semblé être une défaillance catastrophique, mais l'enquête qui a suivi a été âprement contestée, révélant un enchevêtrement de manœuvres politiques, de tensions internationales et d'intérêts concurrents qui ont à jamais transformé le vol supersonique. Le dernier jour du Salon du Bourget, le monde entier s'est réuni à l'aéroport du Bourget pour assister à un duel. D'un côté, il y avait le Concorde, le produit raffiné d'une alliance franco-britannique. De l'autre côté, il y avait le Tu-144, la fierté de l'Union soviétique. Moqueusement surnommé le Concordski par les critiques, il ressemblait beaucoup à son rival occidental, mais les soviétiques s'étaient déterminés à prouver que ce n'était pas simplement une copie. C'était mieux. Le Tu-144 était plus grand, conçu pour transporter jusqu'à 150 personnes à 2 fois la vitesse du son. Ces 4 moteurs, dérivés de bombardiers lourds, lui assuraient une vitesse et une montée impressionnantes. Les soviétiques ont également réussi à faire voler leur prototype en premier, quelques mois avant Concorde. Ce fut une victoire de propagande massive, mais leur succès était alimenté par un secret. L'URSS avait déployé un vaste réseau d'espionnage pour voler les plans du projet Concorde. Des documents déclassifiés de la CIA montrent que des milliers de pages de données techniques ont été transmises à Moscou, ce qui explique pourquoi les deux avions se ressemblèrent autant. Mais avoir les plans n'était pas la même chose qu'avoir la technologie. Travaillant sous une pression intense du Kremlin pour dépasser l'Occident, les ingénieurs soviétiques ont dû improviser. Le résultat fut un appareil conçu à la hâte qui semblait impressionnante sur le papier, mais dont les limites réelles n'étaient même pas entièrement comprises. Et avec la fierté nationale en jeu, les soviétiques se sont préparés à la présenter sur la plus grande scène aéronautique du monde. Cet après-midi-là, la foule au Salon aéronautique de Paris était tendue. Les pilotes du Concorde avaient déjà volé, offrant une démonstration maîtrisée de virages en douceur avant une montée professionnelle. C'était exactement ce qu'on attendait d'un avion de ligne prêt à entrer en service. Mais pour l'équipage soviétique qui observait depuis le sol, ce n'était pas suffisant. Les compagnies aériennes allaient bientôt décider quel avion acheter après le salon. Et ils savaient que le Tu-144 devait se démarquer. Le commandant ce jour-là était Mikhail Kozlov, pilote d'essai légendaire qui avait été copilote lors du vol inaugural du Tupolev. Connu pour pousser les avions à leurs limites, Kozlov trouvait que la démonstration du Concorde manquait de panache. Peu avant le décollage, il a dit à son équipage « Nous allons leur montrer de quoi cet avion est capable ». Offre limitée dans le temps, alors ne manquez pas cette occasion. Revenons maintenant à Paris. Le Tu-144 décolle à 15h25. Et Kozlov appuie fort dès le départ. Au lieu d'une montée en douceur, il pousse les 4 moteurs à pleine puissance, effectuant une ascension raide, presque verticale, tout en virant brusquement à gauche. C'est le genre de manœuvre qu'on attendrait d'un avion de chasse, pas d'un avion de ligne. L'accélération est si violente qu'elle plaque l'équipage à leur siège, et les spectateurs regardent avec admiration alors que l'avion rugit au-dessus de Paris. Après la montée, Kozlov remet l'avion à l'horizontale et se positionne pour un dernier passage afin que la foule puisse voir le jet passer, de près à toute vitesse. Son plan est simple. Un passage à basse altitude au-dessus de la piste, suivi d'une montée verticale abrupte jusqu'à 10 000 pieds pour montrer les limites techniques du jet. C'est une manœuvre à haut risque avec très peu de marge d'erreur. Quelques minutes plus tard, Kozlov effectue la plongée. Et alors que l'avion fonce au-dessus de la piste, il relève le nez pour la montée finale. Mais le jet cabre trop fortement et commence à perdre de la vitesse. À l'intérieur du cockpit, des voyants d'alerte clignotent alors que l'équipage tente de réagir et une alarme de décrochage retentit quelques secondes plus tard. Avec une vitesse dangereusement basse, le nez de l'appareil s'abaisse soudainement. Plongeant dans une descente presque verticale, le Tupolev perd des centaines de pieds en un instant. Kozlov tente désespérément de reprendre de la vitesse, mais il manque d'altitude. La foule comprend tout de suite qu'il y a un problème. Leurs acclamations deviennent des cris quand l'appareil descend à quelques centaines de pieds du sol.
Dans le cockpit, le système d'alerte de proximité du sol s'illumine. Kozlov et son copilote tirent sur les commandes dans une tentative désespérée de sortir de la plongée. Mais la contrainte est trop forte pour que le jet puisse résister et l'aile gauche se détache à l'emplanture. Sans l'aile, l'appareil devient incontrôlable, roulant violemment alors que la structure restante se désintègre. En une fraction de seconde, la fierté de l'Union soviétique est réduite en lambeaux. Le carburant des réservoirs éventrés s'est enflammé instantanément et 250 000 personnes ont regardé avec horreur les débris en flammes s'abattre sur la ville de Gusenwil. Le fuselage principal, encore chargé de carburant, s'est écrasé directement dans un quartier résidentiel. 15 maisons ont été rasées sous l'impact et une énorme boule de feu s'est élevée à des centaines de mètres dans les airs. Les organisateurs ont aussitôt stoppé le salon aéronautique de Paris. C'était la première fois qu'un accident interrompait l'événement. Pendant ce temps, le chaos au sol a laissé une cicatrice durable chez les habitants de Gusenwil. Plusieurs enfants figuraient parmi les blessés, et une école maternelle voisine a été complètement détruite. Heureusement, elle était fermée à ce moment-là, et les services d'urgence ont traversé ces ruines en courant le long des rues fumantes pour atteindre les victimes piégées dans les décombres. Des dizaines de personnes ont été hospitalisées pour des blessures, de brûlures légères à la perte de membres. Des rues entières étaient en ruine, et plus de 170 personnes se sont retrouvées sans abri. Au moment où les incendies ont été maîtrisés, les 6 membres d'équipage avaient tous été confirmés morts. Cependant, le bilan humain complet était encore en train d'émerger, et l'attention du public s'est rapidement tournée vers les causes de l'accident. Dans les jours qui ont suivi, les autorités françaises et soviétiques ont lancé une enquête conjointe. Mais elle était tout sauf coopérative. Les soviétiques étaient obsédés par la protection de leurs secrets d'ingénierie. Les Français, en revanche, s'inquiétaient de l'impact que l'accident pourrait avoir sur l'avenir du voyage supersonique, y compris Concorde. La tension croissante est rapidement devenue un problème, et les soviétiques ont même refusé d'autoriser une reconstitution complète de l'épave, de peur que cela ne révèle des faiblesses dans leur conception. Après des mois de négociations tendues, la commission a publié son rapport en octobre 1973. Elle a déclaré que la cause de la catastrophe n'avait pas pu être déterminée. Aucune défaillance mécanique n'a été officiellement identifiée et personne n'a été tenu pour responsable. Les critiques ont remis en question le manque de transparence, y voyant un résultat commode pour les deux parties. Cela a permis à l'Union soviétique de défendre l'avion, tandis que la France a évité une crise diplomatique et un examen approfondi du Concorde. Mais pour beaucoup, cela ne suffisait pas. En l'absence d'explications claires, plusieurs théories ont depuis émergé. La théorie la plus largement discutée implique l'armée de l'air française. Pendant des années, des rumeurs ont circulé selon lesquelles un Mirage 3 français volait à proximité, prétendument en train de prendre des photos d'un ailette unique situé à l'avant du Tu-144. Certains pensent que Kozlov a aperçu le Mirage et a effectué une manœuvre d'évitement soudaine pour éviter une collision. À grande vitesse et à basse altitude, ce virage brusque aurait pu surmener la structure et provoquer la défaillance de l'aile. Les responsables français ont reconnu plus tard la présence d'un Mirage dans la zone, mais on niait qu'il ait été assez proche pour interférer. Une autre théorie s'est concentrée sur le cockpit. Des rapports ont suggéré qu'un membre d'équipage filmait le vol avec une caméra portable pour les ingénieurs soviétiques. Selon certains témoignages, la caméra aurait pu être lâchée lors de la montée à forte accélération, bloquant potentiellement les commandes de vol et empêchant les pilotes de sortir de la dernière plongée. La troisième théorie se concentre sur les performances de l'appareil pendant la manœuvre elle-même. Plusieurs pilotes et experts en aviation ont fait remarquer que le Tu-144 n'avait jamais été conçu pour effectuer des manœuvres aussi agressives. Sa conception à aile delta dépendait fortement de la vitesse de l'appareil pour générer de la portance, ce qui le rendait particulièrement vulnérable lorsque la vitesse diminuait pendant la montée. Toute tentative de récupération aurait exigé bien plus de temps et d'altitude que ce que l'équipage avait, comme l'a dit plus tard un pionnier de l'acrobatie aérienne. Il a tellement cabré le nez de l'appareil que je doutais qu'il s'en sorte. Quelle que soit la cause de l'accident, l'enthousiasme de l'Occident pour le jet soviétique s'est évaporé du jour au lendemain. Le Tu-144 est brièvement entré en service commercial, mais il était miné par le bruit. Des vibrations si intenses qu'elle le craint, qu'elle provoquait le mal de l'air, ainsi que des problèmes de fiabilité chronique. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée en 1978 lorsqu'un autre Tu-144 s'est écrasé lors d'un vol d'essai, tuant 2 autres pilotes. Et il a été retiré du service en 1983.
8 personnes ont été tuées au sol lors du salon aéronautique de Paris, dont 3 enfants qui jouaient dans un jardin. Environ 60 autres personnes ont été blessées, dont beaucoup souffraient tant de brûlures qui ont bouleversé leur vie. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres vidéos.